Je donne la parole au commissaire King. Je le remercie à nouveau d'être parmi nous. Commissaire. Oui, merci beaucoup de cette invitation et de me donner l'occasion aujourd'hui de voir cet échange de vues avec vous sur ce qui est, je suis tout à fait d'accord avec vous, un ensemble de questions très intéressantes. Je voudrais d'abord évoquer la sécurité intérieure, mais dans le même esprit que celui de votre introduction, évoquer le défi que représente la sécurité interne et externe, deux facettes étroitement liées, parce que la sécurité a souvent été considérée comme un des éléments clés qui définit par nature l'action de l'autorité nationale. C'est encore le cas, mais les choses changent, ont récemment évolué, et cette modification coïncide avec le travail de la Commission dont je suis fière d'être membre. Nous avons commencé à voir dans quelle mesure la menace terroriste franchit facilement les frontières sans le respect de celles-ci, une menace commune qui est inspiré par Daesh, où on attaque souvent les espaces publics avec des visiteurs qui viennent de partout en Europe ou du reste du monde. Et on essaye là d'attaquer nos valeurs, les valeurs qui sont communes à l'Europe, les valeurs d'ouverture et de tolérance. Et nous voyons que leur tactique a évolué avec je ne vais pas parler de cette tendance du terrorisme à bas coût avec des camions, avec des couteaux. Nous voyons que c'est une menace qui devient quelque chose de très personnel, mais nous assistons également à une évolution dans le cyberterrorisme, des cyberattaques qui ont touché de nombreux pays, des attaques majeures comme par exemple WannaCry en début d'année, et c'est une préoccupation qui est très présente dans nos pays quant à une ingérence, une cyber-ingérence extérieure provenant de l'étranger. On cite souvent la Russie, et nous avons vu l'impact potentiellement dévastateur de ces attaques cyber-attaques sur des aspects de notre vie, notre sécurité intérieure, et qui nous poussent même à nous interroger sur nos valeurs démocratiques. Et je pense que cette menace transfrontalière, transnationale, a permis de comprendre que cette menace commune passe par une réaction, une réponse commune. Et même si personne ne remplacera le rôle des autorités nationales qui doivent garantir la sécurité de leurs citoyens, mais je pense que l'on devrait et on pourrait, au niveau européen, faire beaucoup plus pour soutenir les autorités nationales dans ce travail, avec des implications institutionnelles. Le président Juncker a créé pour la toute première fois un poste de commissaire chargé de la sécurité. Le Parlement européen a créé une nouvelle commission spéciale sur le terrorisme sous l'égide de la commission Libé. Les États membres coopèrent plus que jamais pour attaquer cette menace. Je ne dis pas qu'on pourrait faire plus, mais partagent de plus en plus des informations, les forces de l'ordre coopèrent et les services de renseignement collaborent eux aussi, même si ce n'est pas dans le cadre direct de l'Union européenne. En début de semaine, je me suis adressée aux parlements nationaux dans le cadre de la plénière de la COSAC, et les représentants des parlements nationaux, des parlements européens étaient conscients et souhaitaient que nous travaillions ensemble pour, dans le monde réel et en ligne, garantir une meilleure sécurité. Alors je pense que nous devons faire plus sur ce front.
Alors, où réside la valeur ajoutée? Et aujourd'hui, je voudrais très rapidement évoquer certaines des mesures qui permettent d'atteindre cette valeur ajoutée dans notre soutien aux États membres. Nous pouvons utiliser le pouvoir et la taille, l'ampleur des institutions du marché unique, ce cadre de coopération dans la cybersécurité, par exemple. Tous ces milliards d'appareils mis en ligne grâce à l'Internet des choses, ces appareils devront démontrer qu'ils sont sûrs. Alors, ce serait beaucoup plus simple pour toutes les personnes concernées que les fabricants le fassent une fois et pas présente une certification dans 27 États membres différents. Et donc nous avons présenté l'initiative, M. Kelfin en parlera, pour qu'il y ait une certification unique européenne, et la coopération dans la recherche nous permet de renforcer nos capacités dans ce domaine. Sur ce point, nous avons déjà un partenariat privé-public dans ce domaine avec, par exemple, le hub de compétences de cybersécurité qui sera au centre de ces activités. Ensuite, nous pouvons également faire plus pour réduire les espaces dans lesquels peuvent agir ceux qui veulent nous nuire, les criminels. Par exemple, l'accès a été limité aux armes à feu ou autres pour les actes de terrorisme qui ont été menés, difficulté de voyager, difficulté également de financer ou de former les criminels. Et donc nous allons continuer à renforcer nos réactions. De nombreuses attaques ont utilisé du TFTP. C'est un explosif de cuisine en quelque sorte qui reste l'explosif préféré de Daesh, et malgré l'existence d'une législation dans le domaine aujourd'hui pour les criminels, on peut trop simplement, facilement se fournir de ces produits qui permettent de fabriquer ces explosifs. Donc nous présentons une révision de la législation sur les précurseurs d'explosifs tout en renforçant les mesures dans les États membres et les contrôles pour limiter l'accès à ces précurseurs. Nous travaillons sur le volet du financement. Nous avons déjà largement mis en œuvre le plan 2016 sur le financement du terrorisme, et nous voulons que les forces de l'ordre puissent plus facilement avoir accès à des informations financières dans un autre pays, ce qui risque parfois d'être, je pense, un problème dans des enquêtes criminelles ou de lutte contre le terrorisme. Donc il faut que les autorités aient les outils nécessaires. Ensuite, troisième point qui est souvent sous-évalué, nous pouvons partager nos expériences, nos meilleures pratiques entre partenaires européens. Les autorités dans de nombreux États membres assistent à la même tendance, sont confrontés aux mêmes problèmes, posent les mêmes questions, et je pense que nous pouvons tirer des enseignements de l'expérience et de l'expertise des uns et des autres, avec également une augmentation des menaces terroristes contre les espaces publics, sports, sites touristiques, et au niveau central, nous allons fournir des orientations sur certaines des leçons qui ont été tirées partout en Europe sur les meilleures solutions pour protéger cet espace public sans en changer le caractère ouvert et public, et nous voulons encourager la coopération entre autorités nationales, régionales et locales pour prendre des mesures de protection de ces espaces publics en mobilisant des fonds. Pour ce faire, de nombreux pays européens s'interrogent également, se posent les mêmes questions sur le défi de la radicalisation. Qu'est-ce qui pousse des citoyens, souvent des ressortissants de nos propres pays, à favoriser cette idéologie mortifère et suivre la voie de la violence? Nous avons été touchés par le nombre d'Européens qui se sont rendus en Irak ou en Syrie pour combattre dans les rangs de Daesh, frappés par le nombre d'Européens qui ont été encouragés, inspirés par la propagande de Daesh pour commettre des actes violents, et tout cela en ligne. Donc partout dans nos pays,
les gens s'interrogent comment les professeurs, les assistants sociaux, les personnels de prison peuvent-ils identifier les premiers signes de radicalisation, la recherche, comment les spécialistes peuvent-ils travailler ensemble dans le domaine de la recherche et comment la société civile peut-elle présenter un message alternatif pour ceux qui sont tentés par la voie de la violence. Certaines des solutions passeront par des politiques gouvernementales, mais d'autres réponses seront correctement mises en œuvre par des autorités locales ou la société civile, les écoles, les clubs de jeunes, les services sociaux. Et donc nous devons nous interroger et nous demander comment ces différents groupes, les décideurs politiques et le personnel sur le terrain travailleraient mieux ensemble avec un réseau européen qui leur permettrait d'affronter ces questions. Nous avons créé un groupe d'experts à haut niveau sur la radicalisation qui vient de présenter son premier rapport intérimaire et qui travaillera sur toutes ces questions en réunissant gouvernement et société civile. Nous avons également le réseau de sensibilisation sur la radicalisation que vous connaissez tous, qui continue à fournir des orientations sur ceux qui sont sur le terrain, professeurs, enseignants, ceux qui travaillent dans le domaine social, etc. Et nous voulons également travailler avec les réseaux sociaux pour lutter contre la propagande en ligne, garantir en quelque sorte que cette propagande n'arrive jamais en ligne ou que si elle le fait, elle est immédiatement effacée. Et nous voulons continuer à progresser également sur une base volontaire dans la mesure du possible parce que c'est la seule solution pour progresser rapidement, mais nous nous réservons le droit de légiférer si cela se révèle nécessaire, si ces mesures volontaires ne vont pas assez loin ou assez vite. Dans le partage de nos expériences, nous pouvons également partager des informations sur des menaces spécifiques ou des personnes spécifiques. Parfois, nous voyons que dans les attaques, les criminels ont franchi les frontières, étaient connus, fichés dans un pays et pas dans l'autre. Parfois, s'enregistraient sous plusieurs identités dans différents pays. Et nous devons devenir meilleurs pour compléter le partage d'informations. Il y a certaines mesures très utiles. Vous connaissez sans doute le système de partage d'informations pour les passagers aériens, le PNR, qui peut vraiment nous permettre de détecter et de prévenir pas uniquement les attaques terroristes, mais de lutter contre la criminalité organisée. Donc nous devons mettre tout cela dans la pratique et sur le PNR en particulier, je travaille avec les quelques rares États membres qui n'ont pas encore réalisé leurs engagements quant à la mise en œuvre de ce système pour le mois de mai de l'année prochaine. Nous avons des bases de données de l'Union pour aider la police, les gardes-frontières, les autorités judiciaires pour leur permettre de se soutenir, d'échanger des informations. Et de plus en plus, nous voyons que ces bases de données sont utilisées, démontrent leur utilité, sont plus utilisées par les États membres. La base de données que l'on connaît le mieux, le SIS, le système Schengen, un partage d'informations entre États membres qui a augmenté de 40% rien que l'année dernière. Et si les forces de police dans un pays souhaitent s'entretenir avec un individu en particulier qui est détecté par les autorités ailleurs, en utilisant par exemple le SIS, eh bien, cette personne peut être arrêtée, éventuellement détenue, et ainsi les autorités nationales dans un pays peuvent effectivement bénéficier du soutien des autorités des 27 autres États membres. Et donc il s'agit également d'améliorer notre utilisation de ces informations partagées. Parfois, il y a un défi que l'on me rappelle de façon très justifiée, c'est la difficulté parce qu'il faut faciliter l'accès pour les forces de l'ordre, pour tous ceux qui essayent de garantir
garantir notre sécurité pour que ces personnes aient l'information nécessaire pour faire leur travail, pas en créant de nouvelles accumulations de données, en fondant toutes les bases de données dans une base de données unique, une méga base de données parce que beaucoup de personnes en parlent, mais tout simplement en utilisant beaucoup mieux les informations qui sont déjà à notre disposition. La police ou les autorités, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui ont parfois un tableau peu complet. Le criminel qui a perpétré les attaques de Berlin avait plusieurs identités. Donc il faut que nous essayions de couvrir ces carences, ces trous, et nous allons proposer une base de données qui sera interopérable. C'est un mot très important, c'est-à-dire que nous voulons que toutes les bases de données puissent effectivement communiquer ensemble avec un portail de recherche qui permettra aux forces de police et aux forces de l'ordre d'accéder au même moment à plusieurs sources avec le résultat combiné qui apparaîtra sur un seul écran, un partage des données biométriques et autres qui permettront avec un seul clic d'aboutir à l'information avec le nom, la date de naissance, le genre et toute une série de données seront également emmagasinées pour identifier les personnes qui essayent d'utiliser plusieurs identités et mieux utiliser ce qui existe déjà, renforcer notre sécurité, renforcer nos frontières et aider les autorités à faire leur travail. L'année prochaine, nous allons également voir quelles autres informations pourraient aider les autorités, comme par exemple des informations de type financier ou par exemple des preuves électroniques sur la criminalité en ligne. Voilà donc certaines des mesures qui permettront d'apporter une valeur ajoutée à notre sécurité collective en Europe. Mais bien entendu, comme le président l'a dit, il y a également un aspect international très important, parce que s'il y a bien quelque chose de commun à ces menaces de sécurité, c'est que désormais elles sont internationales, elles ne sont pas purement nationale, européenne, mais internationale. Et donc, il y a la politique frontalière qui entre en compte. Il y a l'aspect militaire, civil, ce qui se passe à l'étranger a désormais un impact sécuritaire très direct sur nos propres pays. À la suite du conflit au Proche-Orient, Daesh a invité des citoyens européens à combattre en Syrie avec une propagande en ligne qui incite des personnes locales qui vivent dans leur communauté à commettre des actes de terrorisme. La condition en Afrique du Nord et en Turquie ont un impact direct sur les flux migratoires dans l'Union et vers l'Union, des attaques, des cyberattaques qui viennent de l'étranger, s'attaquent à nos structures et parfois à nos institutions démocratiques. Et donc notre action extérieure a un impact direct, pas uniquement sur nos partenaires et alliés, mais également sur nos propres citoyens, sur leur sécurité. Nous devons maintenir, renforcer notre travail conjoint sur le contre-terrorisme, les Balkans occidentaux, la Turquie, le Proche-Orient, l'Afrique du Nord. Donc des agences qui en général travaillent en interne, Europol, les gardes-côtes, les gardes-frontières, qui doivent plus collaborer avec ceux qui sont associés aux politiques de défense commune et de sécurité. Nous allons rapidement proposer qu'Europol travaille plus étroitement en partageant ces informations avec des pays d'Afrique du Nord ou du Proche-Orient pour aider toutes ces autorités à lutter plus efficacement contre le terrorisme et les menaces à la sécurité. Il faut donner plus de substance, en quelque sorte, à l'accord avec l'OTAN, à la suite de l'accord de l'année dernière, avec différentes organisations. C'est vrai que nous sommes différents, mais nous avons largement les mêmes objectifs, les mêmes membres, et compte tenu de cette menace commune, nous devons travailler ensemble. Nous le travaillons déjà de façon pratique, opérationnelle, avec des exercices conjoints de lutte contre le terrorisme, mais également dans les menaces hybrides et cyber. Bien entendu, nous avons également une coopération militaire renforcée entre nos États membres, et ce, dans le cadre de l'Union, après une longue évolution parfois
pénible grâce à une structure permanente de coopération et le nouveau fonds de défense tel qu'il est proposé. Je crois que M. Galler, d'ailleurs, évoquera de façon plus précise ces points. Donc, renforcer les capacités, les réunir, nous permet d'être plus efficaces. C'est logique, mais c'est aussi stratégique, parce qu'ils ont été États membres volontairement ont signé l'accord PESCO il y a quelques jours, qui montre que tout le monde voit qu'il y a avantage à coopérer. Parce que la menace sécuritaire à laquelle nous sommes confrontés ne disparaîtra pas. Cybermenaces sont là pour durer. Nous avons progressé sur le terrain en Irak et en Syrie contre Daesh, mais je ne pense pas que malheureusement Daesh disparaîtra. J'aimerais pouvoir vous dire que nous pourrons réduire les risques, éliminer totalement ces risques, mais je pense que c'est trompeur de l'affirmer. Et je ne sais pas si ça va dans le bon sens, si on veut véritablement être crédible. Mais ce que nous pouvons faire, ce que nous faisons, c'est travailler efficacement ensemble pour limiter le risque, limiter l'ampleur du risque, limiter les moyens permettant de nous frapper. Et nous ferons ça beaucoup mieux si nous travaillons tous ensemble. Merci. Thank you, Commissioner, for this comprehensive. Merci, Monsieur le Commissaire, pour cet exposé très complet sur les défis si importants auxquels nous sommes confrontés. Nous allons maintenant donner la parole aux collègues pour une séance de questions-réponses. Qui souhaite intervenir? Yeah, you have the floor, Malone. Yeah. Oui, vous avez la parole. Et ensuite, Monsieur Beaupuy. Thank you, Mr. Chairman. Merci, Monsieur le Président. J'ai remarqué que le commissaire a fait référence à la coopération toujours plus étroite au sein de l'Union européenne. Et vous ne serez pas surpris de m'entendre poser une question évidente qui porte sur le pays que nous connaissons le mieux et qui risque, en tout cas je ne l'espère pas, mais qui risque de quitter l'Union européenne. Car pendant le référendum dans mon pays, la sécurité a été présentée comme l'un des arguments majeurs selon lesquels il fallait rester dans l'Union européenne. C'était l'un des arguments principaux du gouvernement, en disant que nous sommes à la pointe en matière de sécurité et avec la France, nous sommes à la pointe en matière de défense. Alors j'aimerais savoir ce qui va intervenir, car j'ai l'impression qu'on ne parle pratiquement pas de ce genre de considérations. Mais à mon avis, que l'on soit ou non membre de l'Union européenne, je crois que le système va en sortir affaibli si le Royaume-Uni ne participe plus aux réunions au niveau du Conseil des ministres. Donc j'aimerais savoir si cela va continuer, si cette coopération va se poursuivre, car je crois que c'est toute l'Union européenne qui bénéficierait de la coopération de mon pays. Alors moi, je vis dans l'agglomération de Cheltenham. Donc en quelque sorte, en d'autres termes plutôt, c'est une zone qui est très touchée par les questions de sécurité. Je vis cela au quotidien. J'aimerais bien avoir une réponse à ce sujet. Merci. Alors, comment voulez-vous faire? Plusieurs questions à la fois ou bien répondre question par question? Bon. Alors, je ne suis pas surpris que l'on m'interroge sur le Brexit. Parfois, c'est au début, parfois, c'est à la fin, mais en tout cas, il y en a à chaque fois. Hein. En tout cas, oui, je vais y répondre. Oui, mais c'est mon quotidien, c'est mon pain quotidien, moi aussi. Hein. Oui, c'est le pays que vous connaissez bien. Monsieur Beaupuy. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, nous avons bien apprécié évidemment cette présentation au cours de laquelle vous nous avez indiqué d'une part ce qui est en train de se faire et ce qui serait souhaitable de faire. Pour nous, anciens membres et aussi pour les concitoyens européens, ce que nous souhaitons, c'est que les obstacles pour y parvenir soient levés le plus vite possible. Nous savons que parmi les obstacles de cette coopération, pour être plus efficace, il y a des obstacles financiers, mais il y a des obstacles techniques, par exemple la mise en synchronisation des systèmes informatiques, par exemple, mais il y a aussi les obstacles politiques. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, Monsieur le Commissaire, nous dire, sans langue de bois, à vos yeux,
quels sont les obstacles les plus immédiats qu'il faudrait lever pour que nos coopérations s'intensifient rapidement de manière efficace? Emma Hennicott-Schepjes. Merci, Monsieur le Commissaire. Nous oublions parfois qu'avant l'Union européenne, il y avait le Conseil de l'Europe. Parallèlement avec le Conseil de l'Europe, on avait fondé l'Union de l'Europe occidentale, 12 pays qui se contrôlaient mutuellement sur leur production et leur vente d'armes. On a aboli cette infrastructure il y a quelques années. Est-ce que la Commission européenne, dans sa tentative d'assurer la sécurité, a abordé ce problème de la production et de la vente d'armes? You take three, or all of them. Yeah. Okay. Yeah. Monica Baldi, followed by Malherba. Grazie, grazie. Oui, merci, Monsieur le Commissaire. Je peux parler italien, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Tout comme en espagnol. Oui, je vous en prie. Merci, Président. Monsieur le Commissaire, merci pour ce que vous avez dit. Surtout, merci pour votre conclusion. Nous travaillons ensemble. La coordination, la collaboration est fondamentale. La haute représentante, Madame Mogherini, à plusieurs reprises a parlé de stratégie commune, de diplomatie préventive, mais surtout de travailler sur le plan diplomatique ainsi que sur une stratégie de coordination que vous avez évoquée vous-même. Donc sur ce plan, il est également très important de savoir si nous avons une stratégie commune sur la politique migratoire, parce que nous avons vu par exemple que de nombreux problèmes, entre autres en Italie, sont entre autres dus aux flux migratoires. Donc j'ai une question sur cette stratégie commune, mais moi aussi je voulais vous demander ce qui se passerait après le Brexit. Comment la Grande-Bretagne agira-t-elle? Mais nous voulons fondamentalement dire que nous souhaitons une collaboration forte dans le domaine du renseignement, pas uniquement au sein de l'Union, mais fondamentalement également avec les partenaires, le partenaire atlantique, bien entendu les États-Unis, mais aussi l'Amérique latine. Merci. Franco Malherba. Followed by. Thank you, President, and thank you. Merci, Monsieur le Président, et merci, Monsieur le Commissaire, pour votre exposé extrêmement intéressant. Je crois que nous prônons tous une meilleure synchronisation des systèmes d'information entre tous les pays européens, voire entre davantage de pays encore, et ceci en raison des menaces en termes de cybersécurité et de l'intensification du terrorisme. Alors je sais que l'OCDE avait travaillé sur la cybersécurité, entre autres à un moment où j'assistais à une réunion, et je me souviens que des représentants d'Israël étaient présents qui, en parlant de cybersécurité et de la capacité de gérer les menaces en cybersécurité, où ils sont des leaders mondialement reconnus. Et ce qu'il disait dans une intervention très énergique, c'est qu'il avait des mesures drastiques de contrôle des données et qu'ils avaient des mesures très strictes pour respecter la confidentialité, la vie privée des citoyens. Alors je me demandais si c'était le genre de considération auquel vous vous intéressiez ou bien si c'est tout simplement en dehors de votre champ de compétences. On these issues. Merci beaucoup et merci de toutes vos questions. J'espérais avoir des questions des étudiants qui assistent à la réunion d'aujourd'hui pour que tout le monde puisse participer. Alors si au fond de la salle vous souhaitez prendre la parole, je serai également très heureux de pouvoir vous répondre. Alors à propos du sujet dont tout le monde a tendance à parler, ou auquel tout le monde pense en tout cas, le Brexit. Je vous dirais que ce n'est pas moi qui suis chargé des négociations du Brexit. Michel Barnier s'en charge au nom de la Commission et je ne travaille plus pour le gouvernement de Sa Majesté. J'ai eu la fierté de prêter serment devant la Cour de justice européenne et de servir le collège des commissaires.
Par conséquent, je n'ai pas de fonction officielle pour m'exprimer au sujet du Brexit. Mais, bon, on m'interroge régulièrement à ce sujet. Et dans ces cas-là, ce que je réponds, c'est que pour les questions de sécurité, eh bien, je me félicite que les deux parties, si c'est la bonne terminologie, en tout cas que d'une part le gouvernement de Sa Majesté et d'autre part les 27 États membres de l'Union ont dit clairement, sans ambiguïté, que la coopération en matière sécuritaire va se poursuivre sans aucune condition, sans aucune équivoque. Dans la pratique, il faudra voir ce que cela signifie, mais d'après moi, cela veut dire que toutes les parties impliquées comprennent très clairement que c'est dans leur intérêt commun, que de trouver des manières de maintenir la coopération la plus étroite possible, même après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et je crois que c'est là une démarche logique au vu de la menace auquel nous sommes confrontés. Il y a donc un objectif commun, reconnu comme tous comme étant une bonne idée, mais cela ne signifie pas pour autant que dans la pratique, il sera simple d'y arriver à cette coopération. Et quand on en arrivera aux négociations portant sur l'avenir des relations UE-Royaume-Uni, eh bien j'espère que les questions sécuritaires seront traitées parmi les premières, parce qu'elles sont très importantes, comme vous l'avez dit, et j'espère que nous allons pouvoir progresser rapidement, et j'espère que cela pourra ensuite lancer une dynamique pour d'autres domaines de discussion qui promettent d'être particulièrement ardus. Cela dit, je ne veux pas donner l'impression que tout sera très simple, qu'il sera très simple dans la pratique de structurer la nouvelle manière de coopérer en matière de sécurité. Il y aura des problèmes, le financement, l'organisation, les considérations politiques. Et donc nous devrons tous œuvrer pour essayer d'atteindre cet objectif commun. Essayer de trouver des structures afin de garantir une coopération étroite et efficace et continue d'évoluer, parce que les menaces elles-mêmes vont elles aussi continuer d'évoluer. Bon, j'espère que au moins je vous ai apporté certains éléments qui permettront de réfléchir à cette problématique et que cela vous permettra de vous faire une meilleure idée quand nous déterminerons nos futures relations. Alors, je ne suis pas un adepte de la langue de bois, ni devant vous, ni devant d'autres publics. Et je reconnais tout à fait qu'il y a encore des questions politiques à régler. Et ce sont des questions qui tiennent à cœur des autorités nationales. Et vous le savez très bien, ces questions, ce sont des éléments fondamentaux de l'idée que la population se fait de la souveraineté et de la responsabilité collective. Mais ce qui a changé, et c'est sur quoi j'essaie d'attirer l'attention, c'est que la nature même des menaces est telle que nous sommes maintenant obligés de comprendre l'intérêt de la coopération, peu importe la valeur individuelle de nos personnels. Et c'est un peu aussi une réponse à la première question. Donc peu importe la qualité d'un effectif, les services fonctionneront d'autant mieux qu'ils sauront coopérer les uns avec les autres. Et cette considération pratique a poussé les États membres à vouloir davantage de coopération. Et pour l'instant, au moins, on voit que la coopération dans ce domaine n'est pas ensuite polluée par des débats sur la subsidiarité ou par la responsabilité. À Bruxelles, il n'y a personne en train de suggérer que Bruxelles doit remplacer les autorités nationales pour ces questions de sécurité primordiales. Mais ce que nous déclarons et ce que soutiennent les États membres, c'est que nous avons tout intérêt à coopérer davantage et à nous soutenir les uns les autres. Il faut continuer de travailler dans ce sens afin de permettre à ce débat d'évoluer.
Mais pour ce faire, il faudra montrer que nous pouvons être utiles et que la coopération va apporter un plus. Et c'est ainsi qu'il y aura plus d'initiatives au niveau national pour coopérer. Et donc cela passe par le partage de l'information, du renseignement, cela passe par la manière dont on va se servir des données. Et donc, cela passe par une nouvelle manière de travailler dans le domaine du renseignement. Alors pourquoi je parle de ces trois domaines différents? Eh bien, parce que parfois on a tendance à faire un amalgame. Mais personnellement, je pense qu'il est nécessaire de faire une distinction entre les différents types d'informations, car chacun a des défis qui lui sont propres. Il y a un volume d'informations considérable à traiter. Il nous en faut plus et nous devons encore combler certains manques. Ce sont les informations qui intéressent les forces de l'ordre, au sujet des suspects, au sujet des menaces. Et ces informations doivent circuler par le biais de bases de données communes de l'Union européenne. Et dans ces bases de données, il y a des dispositions en matière de protection des données, mais en tout cas, il y a un grand partage d'informations. C'est une très bonne chose, cela a déjà prouvé son intérêt pratique. Ensuite, il y a des informations où il est nécessaire de protéger la source. C'est une catégorie bien particulière. Et là, je suis heureux de voir qu'il y a une bonne coopération entre les services de renseignement dans l'Europe qui travaillent ensemble au quotidien dans un QG qu'ils ont mis sur pied ensemble près de La Haye, aux Pays-Bas, et ils travaillent concrètement sur la base des informations que chaque service de renseignement amène à la table de coopération. Mais ces informations qui sont très sensibles doivent faire l'objet d'un traitement différent de la première catégorie d'informations dont je parlais et qui sont tout simplement qui servent à alimenter la base de données à l'échelle de l'Union. Et pour répondre à monsieur, je dirais que le débat est toujours en cours. La question qui se pose, c'est comment utiliser les données, notamment pour atteindre nos objectifs en matière sécuritaire. Et il y a effectivement des enjeux considérables, car nous sommes fiers d'avoir un niveau de protection des données très élevé dans nos États membres et dans l'Union européenne en général. Là, je parle des données personnelles, je parle des données à caractère privé et des données confidentielles. Alors, nous devons trouver des solutions qui soient compatibles avec ces normes de protection élevées, donc qui ne sont pas en contradiction, et qui permettent de mieux servir nos missions de sécurité collective. Bon, cela amène une série de questions légèrement différentes. Alors, vous m'avez demandé si nous nous y intéressions. Eh bien, oui, nous y intéressions. Nous passons beaucoup de temps à y travailler. Et il est essentiel de ne pas nous tromper. S'agissant des migrations, eh bien, vous le savez, c'est Dimitris Avramopoulos, l'un de mes collègues, qui travaille sur cette question migratoire. Chacun s'accorde à reconnaître que c'est une question très compliquée. Nous voulons renforcer la coopération dans ce domaine. Et mon collègue dit très clairement qu'il est important de soutenir les pays qui se trouvent en première ligne, la Grèce, l'Italie et quelques autres. Et je pense que nous avons progressé. Nous arrivons à offrir un meilleur soutien, même si je sais que les critiques ont été assez vives, en Italie et en Grèce notamment. Et nous essayons actuellement de faire face aux conséquences de la grande vague d'immigration à laquelle nous avons assisté l'année dernière notamment. Alors nous avons pris des mesures permettant de réduire les flux migratoires et peu à peu, nous constituons des modes de coopération qui permettent d'organiser les procédures de retour des personnes qui se sont vues refuser leur demande d'asile. Mais je ne veux pas minimiser les problèmes migratoires. Mais à propos des migrations placées dans le contexte de la sécurité, qui est l'objet de notre discussion d'aujourd'hui, je pense qu'il est très important de faire la distinction entre les problèmes d'ordre purement migratoire et les questions de sécurité d'autre part. Parce qu'à partir du moment où on commence à faire l'amalgame entre les deux, eh bien, on fait le jeu du Daesh. Daesh veut
faire en sorte que dans le débat public, on perçoive n'importe quel immigré comme une menace de sécurité. Et je crois que nous ne devons pas les aider à instaurer ce débat public. Ce serait une erreur que nous engager dans cette voie. Ce serait une mauvaise lecture de l'actualité. Ce qui ne signifie pas pour autant que nous devons être naïfs. Certaines personnes malveillantes, certains terroristes se sont servis des routes migratoires pour entrer en Europe. Et cela prouve justement que nous devons renforcer nos bases de données, nos contrôles aux frontières pour savoir davantage qui entre, qui sort. Et il faut renforcer l'échange d'informations entre les forces de l'ordre à l'intérieur de notre espace commun, afin de sortir de cet amalgame. Alors ensuite, l'Union de l'Europe occidentale. Quand j'étais un jeune diplômé, j'ai passé de longues années à travailler sur les questions qui sont liées à l'Union de l'Europe occidentale, une organisation qui a disparu, mais que nous regrettons. Et certaines des questions ont été reprises dans le domaine de la coopération européenne, dans le cadre du Fonds de la Défense et dans le cadre de la coopération PESCO. Et donc, dans ces domaines, l'on s'est inspiré des éléments qui figuraient dans les premiers traités de l'Union de l'Europe occidentale. L'UEO essayait de faire avancer la coopération dans ces domaines à l'époque de son temps. Mais il faut, tout en nous inspirant de ces idées, il faut également tenir compte de l'évolution des menaces. Alors nous avons tout intérêt à investir, notamment dans la recherche, pour faire face à ces menaces de sécurité, dans les menaces qui concernent le monde réel, physique, et les menaces dans le domaine de la cybersécurité. Nous devons donc organiser notre recherche en matière de cybersécurité. J'y ai fait allusion dans mon exposé. Et le Fonds pour la défense et PESCO doivent être des moteurs de renforcement des capacités permettant de faire face à ces futures menaces. Quant à la question de la vente des armes, vous le savez, c'est une question différente. Alors, cette question n'a pas été mise de côté. Et dans le contexte des sanctions et des relations avec les pays tiers, nous parlons des ventes d'armes, mais je dirais que nous n'avons pas de politique générale en la matière, effectivement. Il y a la coopération avec les pays tiers aussi, sur laquelle j'ai été interrogé. Elle est d'une importance vitale pour toutes ces questions. Vous avez parlé d'Israël et de la cybersécurité, à titre d'exemple. Je dirais qu'il y a tout un éventail de coopération que l'on a avec nos voisins immédiats pour la lutte contre le terrorisme, contre la radicalisation, et en l'occurrence nous avons beaucoup à apprendre de nos voisins, et de plus en plus, même si nous avons commencé lentement, nous coopérons pour lutter contre les menaces en matière de cybersécurité. Ceci étant dit, même si nous voulons coopérer, nous devons le faire sur la base des valeurs que nous cherchons à protéger. Toutes nos politiques, qui sont des politiques sécuritaires dans le domaine, doivent tout de même tenir compte des valeurs fondamentales que nous voulons protéger. Et cela vaut également pour la coopération avec les pays tiers. Mais je suis heureux de pouvoir dire que récemment, nous avons fait une étude sur les politiques de l'Union européenne qui sont liées à la sécurité et qui comportaient une dimension extérieure. Et nous avons identifié des projets à hauteur de 2 millions d'euros, 2 milliards d'euros avec des pays voisins et qui portaient sur la sécurité, la leur et la nôtre. Merci, Monsieur le Commissaire, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Alors nous savons que c'est un défi pour nous tous que de travailler ensemble. Merci beaucoup.